collègues du C3S du Nord de la Naudière. Ça, c'est moi qui commence. Non. Alors, rebonjour tout le monde. Nous allons reprendre, s'il vous plaît. Je prendrai après. Ça, c'est pour avancer. Ça, c'est pour piler. Ça, c'est pour pointer. Oh. S'il vous plaît. Mais toi, tu garderas ça, je prends le micro. Parce que là, quand tu leur switches, tu reparles après. Ouais. Le jeu des lumières, habituellement, fonctionne toujours. Et là, je suis pas capable de réallumer complètement. Alors, bien, merci de participer autant en discussion. Pour nous, c'est intéressant. On est un peu obligé de couper la période de pause pour arriver dans notre horaire. Alors, nous sommes rendus à la dernière partie de la journée. Et cet après-midi, en fait, on interpelle 3 de nos 6 milieux cliniques à venir nous présenter certaines de leurs pratiques qu'ils ont déjà travaillées, pour lesquelles ils sont fiers et pour lesquelles nous allons aussi travailler à l'intérieur de notre portail. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on fait les présentations cet après-midi. Et pour les 3 milieux qui ne présentent pas aujourd'hui, soyez sans crainte. Vous allez avoir la chance, d'ici la fin du projet, de participer. Probablement notre 2e journée d'études l'an prochain ou un peu avant. Enfin bref, inquiétez-vous pas, vous allez présenter vous aussi. Alors, alors sans plus tarder, je laisse la parole à l'équipe du C3S du Nord de la Naudière. Donc, il y a Liette Corriveau, Karine Brisson et Lynn Méthode. Alors, je vous laisse la parole. Vous avez une vingtaine de minutes pour présenter. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Alors, nous, je pense qu'ici, aujourd'hui, on est le seul centre qui n'est pas Montréal-Laval. On est un petit hôpital, mais on a quand même une belle équipe. Donc, on a 3 hémato-oncologues qui sont les 3 à temps partiel, une technicienne en travail social à 4 jours semaine, une nutritionniste à 3 jours semaine, 2 pharmaciens, un temps complet, un 4 jours semaine, 2 pivots, une assistante infirmière-chef, 4 infirmières de salle, mais 3 à la fois, si vous voulez. Pour nos activités, on a 12 fauteuils qui sont occupés quotidiennement. Dans la dernière année, c'est-à-dire 2013-2014, on a eu 871 usagers, dont 485 nouveaux cas. 3620 traitements qui ont été donnés en salle. On va vous présenter notre séquence d'accueil parce que ce qu'on a travaillé, nous, c'est vraiment une séquence d'accueil personnalisée avant que les traitements commencent. Donc, d'abord la consultation médicale, évidemment, avec le patient qui sort du bureau et son diagnostic. Il y a une rencontre préliminaire, rencontre avec l'infirmière pivot, rencontre avec le pharmacien et ensuite le premier traitement. La rencontre préliminaire, c'est environ d'une durée de 30 minutes. C'est en général moi qui la fais. Sinon disponible, ça va être les infirmières pivots. Il y a d'abord la prise de rendez-vous pour l'installation du CCIVP, qui se fait en général dans les jours qui suivent la rencontre. Et une explication sommaire du traitement. C'est-à-dire, on n'entre vraiment pas dans le détail, mais c'est plus le temps de chaise, s'il faut apporter un lunch, bon, etc. La séquence des traitements, la date de début. On remet au patient un feuillet d'enseignement. C'est de l'enseignement qui est quand même sommaire. C'est des renseignements qu'on donne plus que de l'enseignement.
Vous allez la voir sur une autre diapo, là, le feuillet qu'on remet. On fait une vérification, bon, si les formulaires de médicaments d'exception ont été remplis et faxés, si les prescriptions médicales ont été remises, et je prends un rendez-vous avec la pivot et avec le pharmacien pour le patient. Ça, c'est peut-être un petit peu petit, mais sur ce formulaire-là qu'on donne aux patients, on parle vraiment de la séquence des traitements, c'est-à-dire les traitements qui vont se donner sur 2 temps, quand va se donner le rendez-vous avec le médecin, quand vont se faire les prises de sang, à quel endroit vont se faire les prises de sang. On leur explique le déroulement de la journée, allant déjà de l'accueil avec le dossier jusqu'à l'installation, les prémédications, le traitement ensuite. On leur donne certains renseignements sur les précautions à prendre au niveau des nausées, de la fatigue, de l'alimentation, du système immunitaire, etc. Ensuite, il va y avoir la rencontre avec le pharmacien ou la pharmacienne et la rencontre avec l'infirmière pivot. On leur explique aussi qu'on a une intervenante sociale et une nutritionniste qui sont disponibles au besoin. Donc, moi, je suis l'infirmière pivot. Donc, comment ça fonctionne? C'est que ça, c'est fait dans un premier temps, là, ce qu'Eliette expliquait. Là, dans le fond, la rencontre médicale et la rencontre préliminaire, c'est fait justement une première journée. Et environ 10 semaines plus tard, c'est dans un deuxième temps qu'on fait la rencontre avec moi ou ma collègue et les pharmaciens. En fait, l'avantage, c'est que souvent, le stress est diminué. Ils ont la chance d'amener quelqu'un avec eux, des fois pour une meilleure rétention d'informations, puis aussi de préparer leurs questions. Donc, c'est à peu près un 30-45 minutes. Évidemment, ça dépend de leurs questions, leur niveau d'anxiété, puis d'un peu les émotions qui sont véhiculées. Je voudrais que les données qui sont inscrites là, c'est juste pour une pivot parce que l'année passée, on n'était pas remplacé. Donc, comment ça fonctionne, c'est que tout est déjà préétabli, là, le pick line, le début des rendez-vous de chimiothérapie, fait qu'il y a déjà un stress pour ces patients-là, ils ont déjà toutes leurs dates en main. Moi, ce que je fais, c'est une collecte de données, que j'imagine vous faites pas mal dans vos centres, mais on les fait vraiment, nous, dans le fond, ce qu'on est fiers, c'est qu'on le fait à tous nos patients. Donc, on prend un patient un par un, puis on les rencontre en individuel. La collecte de données, c'est là, dans le fond, qu'on ressort les besoins, puis de là, on fait nos références, soit à la nutritionniste, intervenante sociale, là, aux besoins qu'on a ressortis. Évidemment, c'est là qu'on les pèse, qu'on les mesure. Ça ressemble un petit peu à ça, la collecte de données. Ensuite de ça, nous, on est très friands des PICC lines, les cathéters, les CCIVP, mais des fois, ça arrive qu'ils veulent une installation de porte à 4, donc c'est à nous aussi là, de s'occuper de trouver le temps opératoire puis le chirurgien qui désire l'installer. C'est là qu'on fait, évidemment, on ne peut pas passer une rencontre sans faire de l'enseignement, donc souvent on renchérit ou on fait de l'enseignement en lien avec la neutropénie, puis d'autres petits commentaires là, par rapport à l'alimentation. Puis évidemment, on parle des ressources. Donc, des ressources dans notre milieu, il y a entre autres CancerAide qui font des rencontres de partage une fois par mois. On parle un petit peu des prothèses capillaires, ceux qui vont avoir de l'alopécie, donc un petit peu y aller selon leurs revenus. On les dirige vers les ressources là, qui sont plus adéquates pour eux autres. Le CLSC, on s'assure que le pansement de pick-line, ils n'ont pas de problème de rendez-vous, les injections de neupogène et tout ça. Des ateliers groupes. Donc, nous, on a créé ça depuis quelques mois. Là, c'est différents ateliers qu'on fait une thématique différente à chaque mois. Fait que des fois, on s'assure de les inscrire s'ils sont intéressés. Ensuite de ça, on a aussi intégré une intervenante spirituelle. Donc, à ce moment-là, des fois aussi, on fait une référence si on sent qu'il y a un intérêt de leur part. On remet la documentation, entre autres, le passeport en oncologie. Puis, évidemment, quand le portail sera à jour, sera prêt pour les patients, on pourra leur remettre là, le lien. Je vais passer le flambeau à la pharmacienne. Bonjour. Alors là, vous voyez que l'ordre est important ici, mais aussi pour tous les patients. Moi, je rencontre toujours les patients avant leur premier traitement et ça, je pense que c'est avec l'usage et l'expérience qu'on peut se rendre compte effectivement que je crois que c'est le meilleur temps, le temps le plus opportun parce que on coupe une partie de l'anxiété et de l'appréhension d'eux. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui se fait annoncer qu'il y a un cancer, la publicité qu'on voit, là, la chaise qui bascule, je pense que tous les patients nous disent que c'est exactement ça. Alors, nous, on visualise que le patient, effectivement, pas assis sur sa chaise, mais basculé sur sa chaise à terre, et c'est à ce moment-là que nous, on les voit.
Donc, nous, en tant que pharmaciens, c'est sûr que M. Maire tout à l'heure parlait là, que les médecins avaient tous des hits à leur nom. C'est sûr qu'en pharmacie, effectivement, là, les diagnostics, ça finit tout par des omes, lymphome, adénome, mélanome. Puis nous, on arrive avec nos traitements, que c'est tous des antinéoplasiques, des anticorps, des anti-ci, anti-ça. Alors, on fait vraiment bien attention pour vulgariser, mais quand même donner la bonne information. Alors, on s'assure qu'on va remettre un document. Alors, moi, je dis toujours aux patients, je vais vous parler quand même assez longtemps, mais inquiétez-vous pas, tout ce que je vous dis, je vous le remets par écrit. Alors, vous aurez tout le loisir par après de reconsulter ou si vous êtes stressé, d'aller dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai retenu ou pas, c'est là. Et l'autre chose que je dis toujours aussi, c'est que je vais bien sûr parler de leur protocole, parler vraiment de la chimiothérapie comme telle, puis un petit peu démystifier, là, éviter que penser que quand on est en chimiothérapie, on a un abonnement directement à la toilette, là, puis qu'il faut mettre réservé là-dessus pour le restant du temps de nos traitements. Alors ça, on travaille beaucoup là-dessus sur enlever les appréhensions. Mais l'autre chose aussi que je dis toujours, c'est que quand je parle des effets secondaires, c'est pas parce que j'en parle que ça va arriver. Alors, on les outille bien pour savoir quoi faire si ça arrive, mais sans vraiment être alarmiste, mais tout en étant quand même objective et réaliste là, dans le temps. Je crois vraiment que c'est vraiment très apprécié parce qu'à cette rencontre individuelle-là, on développe vraiment une bonne relation avec le patient. À la fin de la rencontre, mais comme Karine et tout ça, on laisse nos numéros de téléphone. Ils ont toujours un endroit où appeler, que ce soit pendant les heures d'ouverture ou à l'extérieur. C'est sûr qu'on les réfère là, aux infos 811, mais dans notre hôpital, en tout temps, quand on est là, c'est toujours nous qui communiquons en premier, vraiment comme premier répondant, on est toujours là. Alors, puis ensuite, à chaque traitement, on les revoit, mais les rencontres par la suite sont beaucoup plus courtes. Mais la première rencontre, je vous dirais que c'est vraiment de mettre le patient en confiance et vraiment qu'il puisse savoir à quoi il va s'attendre et comment ça va se passer, comment le déroulement de ces traitements vont se faire. C'est bon. La phase suivante, évidemment, c'est le premier traitement. Donc, à la rencontre préliminaire aussi, j'ai oublié de vous dire que quand c'est possible, on amène le patient déjà visiter la salle, rencontrer les infirmières qui vont être là pour leur donner les traitements. Des fois aussi, les faire rencontrer les patients qui sont déjà dans la salle. Donc, quand le patient arrive à son premier traitement, on fait le complément d'enseignement si c'est nécessaire, parce qu'ils ont déjà reçu un préliminaire d'enseignement, ils ont eu l'enseignement de l'infirmière pivot, mais quand ils s'assoient, il y a comme toujours des questions qui n'ont pas été tout à fait claires, donc on fait le complément d'enseignement si nécessaire quand ils arrivent dans la salle. On fait la remise de trousses de déversement s'ils partent avec une pompe cadre. Il y a des fois, c'est des biberons, là, je pense qu'il y en a que c'est des biberons. Et puis, on a un représentant d'Ensure qui est très actif chez nous. Donc, on remet des échantillons d'Ensure parce que lui vient aussi nous faire des recettes et donner des fudges aux patients à l'Ensure ou des smoothies à l'Ensure. Donc, on se permet de leur remettre des échantillons d'Ensure. Pourquoi on considère que notre processus est comme une meilleure pratique? C'est que c'est très personnalisé. Chaque patient est rencontré de façon individuelle par à peu près tous les intervenants qui vont avoir à rencontrer dans le processus de leur traitement. Les usagers arrivent beaucoup plus calmes et sereins à leur premier traitement parce que déjà, ils connaissent les visages, ils connaissent l'endroit, ils ont eu le temps de lire, ils ont eu le temps d'être enseignés beaucoup. Quand ils sont rencontrés de façon individuelle, ils sont rencontrés dans un bureau avec leurs proches ou seuls, s'ils préfèrent être seuls. Donc, ça laisse place à beaucoup plus de liberté pour poser des questions. Ils ne sont pas intimidés par le voisin qui est à côté ou avoir peur de passer pour un idiot parce qu'il pose une question. Ça permet aussi une évaluation personnalisée des besoins. On va voir plus facilement quand on est face à une personne s'ils se sentent extrêmement nerveux ou confiants ou négatifs, ou on va percevoir plus facilement les sentiments face au traitement. Donc, ça permet une référence plus précoce aux autres professionnels de la santé. Ça développe un lien de confiance plus rapide et nous pensons que ça augmente la satisfaction de la clientèle et que ça favorise aussi une meilleure autogestion par l'usager parce que plus de renseignements avant de commencer. Donc, c'est tout.
Merci beaucoup pour la présentation. Ne partez pas tout de suite. En fait, dans notre horaire, nous avions prévu une période des questions à la fin des 3 présentations, mais je voudrais vous proposer de poser tout de suite vos questions, étant donné que la présentation est fraîche à notre mémoire et ça va nous permettre d'échanger tout de suite sur le sujet. Donc, on a un petit 10 minutes là pour des questions. Oui, Nadia, oublie pas de presser sur ton bouton. Est-ce que vous avez du feedback des patients par rapport à ce processus-là? Et si oui, Ouais. j'imagine que c'est positif. Oui. Ouais, souvent, les patients, quand ils arrivent en salle pour leur premier traitement, ils vont déjà nous appeler par nos noms parce qu'ils nous reconnaissent. Ils s'installent, puis on sent vraiment beaucoup plus de confiance, de confort quand ils s'installent que si ça arrive des fois qu'on en échappe un, qu'on n'a pas toujours le temps de le faire. C'est rare, mais ça peut arriver. Et on s'en aperçoit, ces patients-là qui n'ont pas été rencontrés aussi longtemps. D'accord. Il y a des patients, des fois, qui sont transférés là, d'un hôpital à l'autre, puis souvent, c'est ce qu'ils nous font comme commentaire, là, qui trouvent que c'est beaucoup plus personnalisé, que c'est plus centré sur la personne. Fait que c'est pour ça qu'on a comme mis l'emphase là-dessus. Même si des fois, avec le peu de ressources qu'on a, ça demande beaucoup de travail, mais je trouve que on priorise ça. Là. Juste pour répondre, le feedback, alors moi, je l'ai de des patients via mes autres collègues. Alors, effectivement, les patients nous disent effectivement qu'ils ont apprécié leur visite avec l'intervenant pivot, qu'ils sont très rassurés sur comment ça va se passer et surtout le suivi par la suite. Le numéro de téléphone, là, ça, je vous dirais que ceux qui ont des iPhones, ils l'écrivent dedans, les papiers, tout le monde va avoir ce numéro de téléphone-là pour savoir quoi faire si jamais il arrivait une complication. Puis je crois que ce qu'il y a de vraiment particulier au Nord par rapport à certains autres centres où j'avais déjà travaillé, c'est que souvent en oncologie, on est souvent débordé, puis après la session de traitement, mais s'il y a une complication, mais c'est l'urgence. Alors, les patients arrivent à l'urgence, puis sans être référés, alors que les patients chez nous à Joliette ont le réflexe de dire, bien, avant l'urgence, je vais appeler l'intervenant pivot. Et en fait, les 2 intervenants pivots là, font beaucoup, beaucoup d'étapes pour essayer d'éviter l'urgence. C'est sûr que ça demeure la porte d'entrée, là, si jamais on est mal pris, mais vraiment, ce n'est pas la première porte d'entrée pour nos patients en oncologie, puis je crois que c'est vraiment très, très apprécié. Excellent. Merci. Oui. 2 questions. Depuis que vous avez instauré cet accueil très individualisé, qu'est-ce que c'est l'impact sur les professionnels au niveau de l'équipe? Puis la deuxième chose, c'est est-ce que vous projetez d'évaluer les effets de cette approche-là sur, par exemple, les auto-soins, sur la compréhension de ce qui se passe, pardon? La satisfaction. Sur la satisfaction. Est-ce qu'il y a un impact sur le retour à l'urgence, étant donné qu'il y a un lien? Il me semble qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Je vais répondre à la deuxième question. Non, effectivement, on n'a rien. En fait, ce qu'on a comme feedback, c'est des patients verbalement. C'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose d'écrit là, pour avoir un feedback. Mais pour l'instant, comment je pourrais dire? C'est comme on trouve que c'est vraiment la meilleure manière de faire, je crois, là, quand on n'arrête pas de parler de que le patient est centré au niveau des soins. Mais oui, effectivement, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait apporter. Évidemment, étant donné qu'on n'a pas fait de sondage ou d'évaluation par rapport à ça, je ne pourrais pas répondre par rapport à l'urgence, mais c'est sûr que moi, personnellement, je fais beaucoup hospitaliser directement aux étages plutôt que de les envoyer à l'urgence. Fait que c'est plus de mon expérience que je peux répondre là, que oui, peut-être ça a un certain effet. Dans quelle mesure, là, c'est sûr qu'il faudrait l'évaluer. La première question, c'était au niveau de l'équipe. C'est sûr que pour nous, c'est un gros plus parce que on sait qu'on peut compter sur l'autre. Parce qu'on sait qu'il a été rencontré partout. On ne se demande pas si avant son traitement, il a été rencontré par le pharmacien ou la pharmacienne. On sait que oui. On sait que si on dit, si vous avez un problème, vous appelez votre infirmière pivot, on sait qu'ils ont une infirmière pivot déjà attitrée. Donc, c'est beaucoup une question de confiance. La même chose pour les pivots. Ils savent que moi, j'ai rencontré le patient, donc ils savent qu'est-ce qui va se passer dans la salle. Pour nous, c'est un gros plus. Ça fait un travail d'équipe beaucoup plus que si c'est rencontré de façon individuelle puis qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Oui, Jannick, mais on voit que vous avez un grand souci que l'approche soit beaucoup plus personnalisée, individualisée, et que j'ai vu que vous utilisez des outils comme par exemple une entrevue
vous allez me dire si je réponds bien à la question, là. Mais en fait, c'est ça, l'outil, vraiment, le collecte de données, on l'a fait dans le... En tout cas, c'est sûr qu'elle pourrait être encore plus élaborée parce que, bon, je pense que tout le monde manque de temps, là. Mais c'est entre autres pour ça qu'on fait, dans le fond, on évalue la nutrition dans la collecte de données. Fait qu'à ce moment-là, si on voit qu'il y a une problématique, c'est là que c'est dépisté. Souvent, une fois que la collecte de données est faite, aussi, on va faire une réunion d'équipe. Quand on dépiste qu'il y a peut-être une problématique au niveau plus social ou quand ça inclut plusieurs des membres de notre équipe, à ce moment-là, on fait une rencontre là, interdisciplinaire, là, à peu près équivalente aux 2 semaines là, pour quelques patients là, qu'on trouve que c'est comme ça devient un peu plusieurs problématiques dans plusieurs sphères. Fait que oui, la collecte de données, je trouve que c'est super important pour dépister c'est quoi les problématiques. C'est-tu, patient, si c'est au niveau de la douleur, à ce moment-là, on va plus référer aux soins palliatifs. Fait que oui, effectivement. Puis est-ce que le PTI est utilisé comme outil de... Non. Mais c'est pas encore établi là, en clinique d'oncologie, on n'en fait pas. C'est dans le défi à relever. Oui, l'agrément s'en vient. Est-ce que vous soulevez la détresse psychologique des patients? Dans la collecte de données, oui. Puis je dirais souvent, c'est que là, c'est qu'on fait intervenir notre intervenante sociale ou spirituelle là, pour des... Parce que, tu sais, des fois, je vous dirais que j'ai besoin d'un petit coup de main par rapport à ça. Là. Mais effectivement, là, c'est dans ce moment-là, je les consulte, puis des fois, je les réfère ou on travaille ensemble. Des fois, on les rencontre en même temps. Juste dire que notre intervenante spirituelle, c'est pas religieux. Mais c'est une personne qui est très, très à l'écoute. Qui a des consultations régulièrement dans la semaine parce qu'aussitôt qu'en salle ou en bureau ou dans la salle d'attente, on voit quelqu'un qui semble en détresse, automatiquement, on en parle avec le patient puis elle est rencontrée. Non, mais peut-être que... Je voulais juste savoir s'il y avait une psychologue aussi dans l'équipe. Oui, mais elle n'est pas très présente. Mais c'est au besoin. On a une psychologue au besoin, mais je vous dirais que notre intervenante sociale, c'est pas loin de la psychologue. Je veux juste mentionner qu'on a une pour tout l'hôpital, donc être un petit peu occupée. Non, je voulais savoir si le dépistage de la détresse, est-ce que c'est fait avec l'outil normalisé? Est-ce que c'est fait comme ça ou c'est fait dans le questionnaire, dans la collecte de données? Oui, plus dans le questionnaire. C'est dans le questionnaire. Oui. Bravo pour tout ce qui est fait du côté de la Naudière-Nord. Du côté de tout ce qui touche l'engagement du patient, la participation à tout son plan de soins, de traitement, je ne sais plus comment vous l'appeler. Où est-ce que vous en êtes rendu dans toute cette gymnastique-là, là, où on a entendu les patients partenaires aujourd'hui, on sait que c'est une volonté vraiment de les intégrer au sein de l'équipe, leur donner une voix en quelque sorte. C'est sûr que... Les patients, ils ont une grande, grande voix, je peux vous le dire, parce qu'ils sont tout le temps dans les bureaux des pivots. Mais ils sont jamais refusés. Tu sais, s'ils ont quelque chose à dire, moi, je les vois, le bureau de Karine, la porte est toujours grande ouverte. Puis, il y a des patients qui même viennent à chaque traitement, viennent s'asseoir, puis viennent discuter. Des fois, simplement discuter, ça va pas, ou ça va bien cette semaine. Mais il n'y a jamais... Il n'y a jamais de temps qui leur est refusé. Alors, je comprends que le besoin d'être écouté, d'être compris est fondamental. Oh, absolument. Oui. Oui. C'est sûr que pour nous, en salle, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais il y a des fois où on y arrive. Mais si on sent qu'on n'y arrive pas, on va les référer directement au pivot. Merci beaucoup. La question de votre défi, c'est quoi? Non, c'est pas là. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe de la Naudière. On voit qu'il y a vraiment un travail interdisciplinaire, une collaboration avec des collègues de toute profession. On voit aussi que
se dessinent, quelques partenariats. Je pense à l'intervention de Mme Campagna qui parlait de l'outil de dépistage, comment il pourrait être intégré dans la collecte de données également, ou comment on peut, et à la lumière des questions que vous avez posées, on voit que les milieux sont intéressés par votre pratique, que vous considérez comme une excellente pratique suite aux résultats que vous avez eus auprès de vos patients. Donc, on voit qu'il y a déjà des liens là, qui se dessinent entre les équipes. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Madame Vachon pour une deuxième fois aujourd'hui. Merci beaucoup. Elle va nous présenter, pendant qu'elle s'installe à l'ordinateur, en fait, le plan d'intervention interdisciplinaire précoce en partenariat avec la famille. Et je vais en profiter pour vous demander, étant donné que Pierre est à l'arrière, tout à l'heure, je me posais la question, est-ce que vous entendez bien ceux qui sont à l'arrière? J'avais l'impression que le micro n'était pas toujours au bon niveau. Alors, est-ce que vous entendez bien? Oui? OK, parfait. Donc, Marie-France, je te laisse ton petit micro. Alors, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, ça, c'était la présentation initiale qu'on m'avait demandé de faire la première fois. Donc, le pays que je vais vous parler. Nous, on l'a un peu débaptisé. En fait, on ne l'appelle pas le plan d'intervention interdisciplinaire parce que les parents ou les enfants qui participent au comité, ce n'est pas une discipline d'être un parent. Donc, pour nous, c'est un plan d'intervention individualisé. On a enlevé un petit bout. C'est moins long à dire aussi. Donc, l'objectif de la présentation que je vais vous faire, c'est de vous décrire notre expérience dans l'utilisation des PI dans des situations de soins aigus, alors que les PI sont beaucoup plus utilisés dans des situations de réadaptation, mais en soins aigus, c'est tout à fait, évidemment, utilisable. Donc, je ne reviendrai pas longtemps sur la population des greffés, mais je veux juste ressortir quelques points importants. Donc, les patients, comme vous le savez, qu'on greffe, les enfants, les adolescents, sont atteints d'une maladie grave et il y a un risque vital au moment où on décide de procéder à la greffe, mais même la greffe apporte un risque à leur vie aussi de procéder à ça. C'est des hospitalisations qui sont longues et la collaboration et la communication avec les familles, c'est essentiel à la cohabitation parce qu'on ne peut pas vivre 2-3 mois ensemble minimum sans être capable de bien collaborer et bien surtout communiquer. Comme on a des familles qui viennent de partout au Québec, les provinces maritimes et une partie de l'Ontario, mais évidemment, ils ont une expérience médicale qui arrive d'ailleurs avant. Donc, ils ont vécu des choses avant d'arriver chez nous. Donc, on a à se redévelopper un lien de confiance et c'est bien connu que les changements d'équipe, c'est une source de stress majeure pour l'ensemble des familles. Donc, depuis environ 2 ans, on a participé au projet avec le CIPAS d'implanter la philosophie de partenariat de soins. On a été dans les premières équipes à Sainte-Justine à faire ça. Donc, le comité d'amélioration continue, on en a aussi un depuis 2 ans et quelques jours. Et on a donc travaillé à faire avec ce comité-là. Nous, on avait 2 mamans qui se sont joints à nous dès le premier comité pour regarder comment on va implanter différentes choses. Et nous, comme équipe, notre objectif, c'était ça, de travailler sur les pays, comment intégrer les familles dans les pays. Et nous, on est allé un peu à l'inverse. On a pris, les parents nous ont dit, c'est bien beau vos pays, mais on ne se sent pas apte à participer au pays. Comment vous pouvez nous aider à faire ça? Donc, on est parti des objectifs des mamans qui étaient sur le comité au lieu de prendre nos propres objectifs à nous, qui étaient aussi soutenus par le CIPAS, nos propres objectifs, mais les mamans nous ont vendu l'idée, mais voici, nous, on préférait faire autrement. Donc, autrement, c'était quoi? Voilà. Donc, je ne reviendrai pas sur le partenariat, on en a beaucoup parlé tantôt, mais les objectifs principaux, c'est vraiment d'accompagner la famille dans la prise de décision, l'autonomie et le partage des responsabilités, l'amélioration des services. On parlait tantôt des services, mais ce n'est pas juste à l'intérieur de notre département, nous, mais des services à l'intérieur de l'hôpital et au-delà de ça, dans le réseau. Donc, on a une maman qui était, nous, sur notre CAC, qui est toujours sur notre CAC, mais qui est maintenant dans le comité des usagers de l'hôpital et qui, la connaissant, elle va sûrement se rendre au ministère à un moment donné. Donc, on travaille vraiment un processus de co-construction ensemble et tout est à la base de ça. Donc, nous, on a choisi de travailler 3 objectifs qu'on s'était donnés. Et le premier, on est vraiment parti de ce que les mamans nous ont demandé, donc de faire ce qu'on appelle de l'empowerment. Comment on peut les aider à bien jouer le rôle qu'on s'attend d'eux sur le département, mais auprès de leur enfant dans l'équipe. C'est bien facile de dire on travaille en équipe, mais c'est quoi travailler en équipe? Mais ils nous ont demandé comment on peut les aider. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris tous nos documents d'enseignement qu'on remet aux familles et elles les ont revisés pour ajouter dedans c'est quoi le rôle des parents, c'est quoi le rôle des grands-parents, c'est quoi le rôle des frères et sœurs, mais à travers toutes les étapes. Et ça, c'est ce qui était déjà complété. Après, mais j'en ai parlé ce matin, l'autonomisation de nos adolescents,
qui deviennent eux-mêmes maintenant des patients partenaires. Donc, c'était notre autre objectif qu'on a beaucoup travaillé puis qu'on est encore en train de travailler avec le développement de la clinique. Mais avant ça, ce qu'on a voulu faire, c'est bien beau dire entre nous, notre petit comité, on fait du partenariat de soins, mais si on voulait officialiser le tout, puis si on voulait que tous les gens embarquent avec nous dans l'équipe, mais on a voulu faire comme un statement, rédiger un document qui dit, voilà, c'est notre philosophie de soins. Et c'est les deux mamans qui l'ont écrite, la philosophie de soins. Ce n'est pas l'équipe qui l'ont écrit, c'est elles. Et ils ont été capables de mettre des mots sur ce que nous, on souhaitait qu'elles aient vécu. S'ils ont été capables de rédiger ça, c'est qu'à quelque part, elles ont vécu quelque chose de bien dans leur passage parmi nous, parce que la greffe était quand même faite depuis quelque temps. Et je vous en ai juste mis deux petites parties, mais ça dit vraiment ce que nous, on souhaitait qu'elles aient vécu. Donc, l'équipe de greffe est profondément engagée dans une démarche de partenariat de soins, où la famille est au cœur de l'équipe de soins. Elle reconnaît à sa pleine valeur la part essentielle de la famille et du patient dans le traitement et dans la suite des événements. Nous avons tous à cœur un même objectif, la guérison de l'enfant malade. Nos efforts sont mis en commun autour de cet objectif et nous travaillons en étroite collaboration avec les membres de la famille pour arriver au but. Donc, c'est vraiment un extrait de la philosophie de l'équipe de greffe, mais rédigé par les mamans de notre comité d'amélioration continue. On n'a même pas changé une virgule dans ce qu'elles nous ont présenté. Donc, on a voulu commencer par travailler, mais l'objectif de l'empowerment. Donc, comme je vous disais, les familles, est-ce qu'elles souhaitent tous travailler dans le partenariat? C'est aussi une question qu'on s'est posée. Et c'est aussi à des différents niveaux. Le partenariat, ça peut jouer de différentes façons. Donc, comment chacune des familles, on arrive à trouver, eux, la façon qu'elles souhaiteraient le faire. Puis, c'est pas toujours facile de dire, mais voilà, bienvenue chez nous, on travaille en partenariat. Suivez-nous, on va le faire ensemble, mais ça va au-delà de ça. Il faut bien les accompagner. Et c'est là qu'on a eu comme une illumination. Le pays est entré dans nos vies. Comme tout le monde, on en avait entendu parler, mais on avait très peu d'expérience dans le développement des pays. C'est très peu utilisé dans les soins aigus, en tout cas dans notre hôpital à nous. Ça a souvent une connotation négative, c'est long à faire, ça ne nous mène à rien. Tout est vrai, mais en même temps, ça dépend beaucoup comment on l'utilise, le pays, avant de nommer cette connotation-là. Mais dans ce qui était utilisé chez nous, ça avait vraiment cette connotation-là. Et c'est beaucoup plus routinier de le faire en réadaptation, où là, les objectifs sont faits avec les familles et ils sont réévalués régulièrement. Et nous, quand on utilisait initialement nos premières expériences de pays, on avait une situation de crise sur un département avec une famille X. On avait tout essayé, ce qui nous semblait possible d'essayer. Puis en dernier recours, on se disait, on va essayer de faire un pays, puis voyons donc ce que ça va donner, comme si c'était la solution miracle. Et on a commencé par ça. Puis évidemment, cette expérience-là, quand on le faisait dans des situations extrêmes comme ça, mais on se retrouvait souvent avec des résultats plutôt mitigés. Ça fonctionnait parfois, pas parfaitement, mais souvent pas vraiment. Donc, on s'est dit, puis en plus, ça fait peur d'entrer des familles dans les départements, dans nos réunions. On n'est pas habitué à ça. On a un langage différent quand on est entre nous que quand on a des papas, des mamans, des grands-parents, ou même l'enfant malade ou un adolescent à la réunion. On ne va pas agir de la même façon. Donc, ça fait peur un peu de le faire de cette façon-là. Mais à un moment donné, on s'est dit, on essaye, on a osé essayer d'aller voir une famille pour essayer de régler une situation qui perdurait. Hein. C'est une famille qui nous était annoncée pour aller à la greffe, donc nous, on la connaissait encore très peu. Mais quand on s'est fait dire, cette famille-là, ils s'en viennent à la greffe, tout le monde nous disait, « Oh mon Dieu, ça va être facile, ça ne sera pas facile. Oh mon Dieu, ça ne sera pas facile. » Ça faisait comme des années que ça durait, les problématiques qu'ils vivaient dans leur département. Donc, on s'est dit, on va aller les voir, on va y aller, on va être proactifs et on va faire un pays avec eux avant qu'ils viennent à la greffe. Donc, on a rencontré les parents, on a rencontré la jeune adolescente et on est arrivé à faire notre premier pays officiel. Et donc, comme il était effectué avec... En fait, là, on est allé un peu différemment. Ils ne sont pas venus dans la réunion. On les a rencontrés avant, on a pris toute l'information et on s'est fait une réunion ensemble par la suite et on a tout mis par écrit avec les objectifs qu'ils nous ont demandés. Et ce que ça a donné avec cette famille-là, ça a été une meilleure compréhension des comportements des parents dans leur lien avec l'équipe. Pourquoi ces parents-là, ils sont comme ça avec nous? Par exemple, le papa qui était toujours comme un gardien devant la porte de la chambre de son enfant, qui nous empêchait de rentrer sans qu'on passe tout le questionnaire avant pour être certain que la personne qui rentrait dans la chambre, elle savait ce qu'elle s'en allait faire. Et on était capable de comprendre pourquoi il était comme ça et de retourner ce qui avait emmené ce comportement-là. Donc, ça a permis, une fois que tout le monde a compris pourquoi que le papa agissait comme ça et d'autres problématiques qu'on avait, mais ça a réduit les tensions dans l'équipe. Maintenant, on avait des mots pour expliquer tout ça. Cet enfant-là, quelques jours après qu'on ait fait le PI, elle a été transférée aux soins intensifs rapidement et malheureusement, elle est décédée quelques jours plus tard.
Mais les gens des soins intensifs ont pu lire le PI et donc travailler avec la famille, être au même niveau que nous au même moment. Et le décès s'est passé dans la douceur et dans le calme, comme on souhaiterait que ça devrait se passer quand un enfant décède et que on est rendu à cette étape-là, donc ça vient avec. Donc le PI a permis la transition facile vers les soins intensifs et aussi de vivre avec l'équipe des soins et l'équipe d'hémato-onco le décès de cette jeune adolescente-là. Et les parents nous remercient encore d'avoir pu leur donner la parole de faire un PI avec eux. Donc nous, on s'est dit, c'est une expérience positive, on ne peut pas ne pas bâtir là-dessus. Donc, on a fait la constatation qu'on a eue, donc c'est quasiment une illumination. Les PI, on est devenu comme c'était la magie. Ça nous a vraiment poussé à explorer l'utilisation des PI, mais dans différentes situations. Non plus les utiliser dans une situation de crise, mais est-ce qu'on peut plutôt être proactif et les faire avant que les situations de crise arrivent pour prévenir certaines des situations, mais surtout, c'est toujours sans la présence des parents. On ne voit plus comment on peut travailler sans les parents dans les réunions avec nous. Donc, désormais, c'est vraiment plus utilisé dans une situation extrême, mais c'est vraiment développé comme un moyen de prévention des risques potentiels pour toutes nos familles. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc, la grande majorité des familles qui viennent en greffe ont un PI versé au dossier avant l'admission ou dans les journées qui vont suivre son admission, pour ceux qu'on connaît un petit peu moins ou qui arrivent pour une greffe plutôt urgente. Donc, ce PI-là est aussi pas seulement versé au dossier, mais il est aussi envoyé à l'ensemble des membres de l'équipe pour qu'ils puissent le lire avant d'avoir les premiers contacts avec la famille. Donc, les gens ils sont déjà sensibilisés aux objectifs qu'on a établis avec la famille. Ce n'est pas nous qui les avons inventés, c'est eux qui nous ont demandé si on aimerait ça le travailler. Ça nous apparaît difficile. En plus, on a élargi un petit peu le rôle du PI en se disant, mais c'est peut-être une bonne façon aussi d'expliquer l'histoire médicale aux membres de l'équipe qui ne la connaissent pas, surtout ceux qui nous sont référés d'ailleurs. Comme nous, on les connaît parce qu'on a commencé à aller travailler avec eux depuis des semaines ou des mois, mais les gens de l'équipe de l'unité d'hospitalisation ne les connaissent pas. On donne de l'information sur une pathologie rare aussi. Des fois, ils n'ont jamais été en contact avec cette pathologie-là, mais pourquoi la greffe va aider pour cette pathologie-là. On fait de l'enseignement à l'équipe aussi afin de rétablir certains préjugés qui circulent. Des fois, on met des étiquettes sur des familles. Ça, c'est une famille difficile, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Mais basé sur quoi? Pas grand-chose généralement. Et de faire des PI, donc d'expliquer pourquoi la famille agit de cette façon-là, ça permet de rétablir des préjugés qui circulaient entre les équipes et dans le département. Des fois, on ne connaît même pas la famille, puis on a déjà décidé qu'il était de telle façon, telle façon. Donc, c'est donc un outil de communication qui est vraiment très utile, car ça peut être acheminé à l'ensemble de l'équipe, comme on vous disait. Puis, on donne aussi une copie à la famille. Tout le monde a la même information de part et d'autre. Donc, à ce jour, ce qu'on peut constater depuis qu'on le fait, ça fait presque 2 ans, donc on a vraiment une meilleure circulation de l'information, meilleure perméabilité des frontières aussi entre les membres de l'équipe. Tout le monde a un rôle important et tout le monde comprend le rôle de l'infirmière, le rôle de la travailleuse sociale, le rôle de la psychologue, et tout le monde y participe. On uniformise le langage dans l'équipe, mais quand on dit uniformiser, c'est aussi prendre le même langage que les familles ont. Donc, ce n'est pas nous qui avons nécessairement besoin de changer notre langage ou les familles de s'adapter au nôtre, mais tout le monde, on parle le même langage et on s'assure que la famille a les mêmes mots que nous. On facilite aussi la transition entre le centre de référence, qui connaissent beaucoup la famille avant nous, et qui s'en viennent dans notre équipe, et vice-versa, si on a établi un PI chez nous pour différentes choses qui sont arrivées pendant la greffe, mais quand on retourne le patient greffé dans son centre de référence, bien, le PI il va suivre avec pour qu'eux puissent continuer des choses si c'est pertinent. Donc, ça représente aussi pour les familles, nous l'ont nommé plusieurs fois, une occasion unique d'exprimer leur vécu. C'est pas fréquent qu'on peut leur demander « Parlez-nous de ce que vous vivez, parlez-nous de ce qu'on fait », et on va tous entendre en même temps le même discours, parce qu'ils peuvent l'avoir fait à la travailleuse sociale, mais on n'a pas nécessairement la même information, même chose à la psychologue, même chose à l'infirmière pivot. Là, tout le monde a la même information en même temps. Ils sont aussi entendus et respectés dans leurs besoins. Ils vont se sentir appuyés par tous les membres de l'équipe. Souvent, ils vont nous dire « C'est impressionnant, vous êtes 12 personnes, vous êtes toutes réunies à la même heure pour nous entendre parler de ce qu'on a besoin. » Ça les impressionne généralement beaucoup. Pour les infirmières, ils nous l'ont nommé, on n'a pas fait d'études officielles, mais ils en parlent beaucoup. On a une augmentation de la satisfaction au travail. On a l'impression de travailler, d'avoir des objectifs qu'on a rencontrés. Une augmentation de la qualité des soins, c'est inévitable. On le fait, on rencontre les besoins des familles, donc on ne peut pas faire autrement que donner des meilleurs soins. Le travail en partenariat, ce n'est plus juste une philosophie maintenant, c'est vraiment imprégné dans notre quotidien de façon concrète. Les membres de l'équipe aussi sont beaucoup plus efficaces maintenant. À force d'en faire, on devient meilleur pour identifier qu'est-ce qu'on devrait travailler, quelles sont les familles un peu plus à risque
de présenter des problématiques. Et on est beaucoup plus rapidement en mode solution qu'en mode étiquetage, puis en mode chiolage, et en mode, ça, on est en mode solution, on trouve la meilleure chose pour cette famille-là. L'idée de faire un pays, ça vient plus juste de moi qui a le goût de faire un pays ou des infirmières. Les médecins viennent me voir, les autres membres de l'équipe viennent me voir, ah, ça prendrait un pays pour cette famille-là. Donc, c'est vraiment rendu un outil que les gens apprécient. C'est vraiment devenu pour nous presque l'unique façon de travailler. Et aussi, les familles maintenant viennent me voir, mais moi aussi je veux un pays. Ils s'en parlent entre eux et là, ils sont quasiment jaloux. Donc, moi, c'est quand mon pays, c'est quand mon pays. Donc, on sent que même pour eux, ça leur apporte quelque chose d'intéressant. Donc, ce qu'on va faire, nos défis qu'on est encore en train de rencontrer, c'est que même si on fait des pays qu'on trouve vraiment bien au départ, on fixe des objectifs, là, on est un petit peu moins bon, c'est de se rasseoir pour évaluer l'atteinte des objectifs. Donc, il faut se trouver des façons de faire tout ça. Et notre prochain défi, parce qu'on a aussi beaucoup de familles anglophones ou qui parlent d'autres langues, donc de faire des rencontres de pays en anglais, de rédiger les pays en anglais, ou même en hispanique, en toutes sortes de noms. C'est quand même un défi, une petite coche au-dessus, mais on a décidé qu'on était rendu là. Et, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, on est rendu vraiment vendu à l'idée des pays. Bon, ça, c'est mon reflet pédiatrique, là, mais on y croit vraiment beaucoup, ça fonctionne super bien. Et d'en faire en prévention au lieu d'en situation de crise, ça a résolu bon nombre de nos problématiques antérieures. Donc, tout le monde est embarqué dans notre religion des pays. Voilà. Merci beaucoup, Mère-France. Alors, on a un peu de temps pour des questions. Je vois déjà qu'il y a des mains qui se lèvent. Oui, Nicole? Oui, j'essaie de... Bon, on ne peut pas me donner la parole, je pense. Je fonctionne pas. Merci. Il y a quelqu'un qui est ouvert quelque part. Je vérifie. En tout cas, est-ce que je peux y aller? Oui, mais non. Non, il doit en avoir un ouvert. Je vais te passer celui-ci en attendant. Allez, je vais vous faire attendre les gens. Alors, écoute, moi, je trouve ça bien intéressant, là, ce que vous présentez. J'ai plein de questions, mais je vais essayer de me limiter pour ne pas m'énerver. Mais des choses qui... il y a comme, présentement, là, peut-être que je comprends mal certaines choses, mais je sens qu'il y a il y a quand même un courant pour aider du moins dans notre milieu à nous, d'aider les patients et les familles à se présenter, à préparer les rencontres de plans d'intervention. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous y avez... Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il y a un intervenant qui est comme désigné pour aborder la question? Donc, il y a quand même une préparation qui est faite des familles. Tout à fait. OK. Est-ce que, au départ, puis là, est-ce que vous avez rencontré des gens plus réfractaires, pas parmi les familles, mais parmi les professionnels? Est-ce que des gens... Parce que vous savez, des fois, entre nous, on dit des choses qui sont ordinaires. Puis, quand les familles viennent, j'imagine que le langage change. Mais il y a des fois que les gens ne veulent pas changer ça non plus. Fait que, comment vous avez abordé ça? C'est les personnes plus réfractaires, je dirais, là. Bien, on a des familles réfractaires. En fait, c'est pas qu'ils sont réfractaires, ils ont peur, ils se demandent un peu ce qui va arriver. Dans l'équipe, on en a encore, des gens qui sont réfractaires. Il y en a qui ont changé, à force de venir dans les pays, ils voient que finalement, ça se passe bien, puis ils sont capables d'exprimer leurs points. Ils ont juste trouvé une façon différente de le faire. Mais des fois, leur vision de la famille a changé en écoutant la famille parler. On leur donne toujours la parole en premier, de toute façon. Et ceux qui voient qu'ils sont encore réfractaires, ils disent rien dans la réunion, mais ils écoutent. Ou ils ne se présentent pas. Donc, toutes les options sont vraies. Puis, oui, c'est vrai qu'il y en a qui n'y croient pas encore, mais dans le fond, ils ne croient peut-être pas à grand-chose d'autre non plus. Fait que, on aura toujours des réfractaires, mais de moins en moins. Donc, plus on en fait, moins on en a. Mais c'est un autre défi parmi tant d'autres. Mais oui, effectivement. Il y a Maryse, ensuite Madeleine. Ah, moi, il fonctionne. Merci beaucoup. Question très terre-à-terre. Est-ce que vous avez un canevas de pays que vous avez créé ou vous avez utilisé quelque chose qui existe et est-ce que c'est disponible? Oui, tout est vrai. On en a l'hôpital, toutes les réponses sont bonnes sur le portail. L'hôpital, bonne réponse. On en a un que l'hôpital avait, qu'on avait l'impression qu'il manquait des affaires. Donc, on en a modifié. Donc, on utilise un modèle modifié. Et oui, il serait disponible, ça, il n'y a pas de problème. C'est pas très complexe, là. Mes talents informatiques m'ont limité à des carreaux Word, mais c'est surtout des questions qu'on a mis, des thèmes à aborder. Donc, oui, on pourra très bien... Et il pourrait être exportable.
pour d'autres Oui, situations absolument. cliniques. Oui, c'est des généralités. Hein, c'est Ouais. c'est l'histoire médicale, c'est un thème. C'est C'est ça. pas en lien avec la greffe. Il n'y a pas de questions spécifiques à la greffe. Nous, ce qu'on veut, c'est le vécu de la famille, c'est les objectifs. Donc, ça peut être exporté partout. Alors, vous allez le rendre disponible sur le portail. Bien sûr. Merci. Oui, madame. Encore une question très terre à terre. Ça dure combien de temps environ? Les rencontres de pays, Oui. c'est très variable. C'est sûr qu'on essaie de se limiter ça en dedans d'une heure, OK. mais les familles pourraient nous jaser ça pendant très longtemps. Ouais. Mais donc, on essaye de ramener ça Une heure. moins d'une heure. Quitte à en refaire d'autres plus tard, mais c'est en dedans d'une heure facile. Il faut être réaliste aussi dans ce qu'on peut faire. Odette. Merci, Marie-France, encore une fois. Est-ce que ça a influencé la façon de transmettre le rapport interservice? Oui, bien, en fait, c'est une des choses, les premières. Je ne suis pas toujours là au rapport, mais on entend les infirmières dire « oublie pas de lire le pays ou ça, j'ai lu ça dans le pays ». Puis, donc, effectivement, après, je ne suis pas toujours présente, mais on sent que les infirmières l'apprécient et ça change aussi la façon qu'ils vont nous parler de la famille. Et même les infirmières, quand ils viennent maintenant dans les rencontres interdisciplinaires, sont capables de nous présenter une famille de façon encore plus respectueuse. C'est peut-être un grand mot, c'est pas qu'il manquait de respect avant, mais d'avoir des mots mieux choisis pour être d'avoir moins mis d'étiquette ou moins d'avoir de jugement négatif. J'aurais une deuxième question, est en lien. Le PI, le PTI, est-ce qu'il y a une forme d'articulation ou bien le PI se fait à défaut? Bon, on va décliner un peu le PTI. Maintenant, on fait beaucoup plus de PI que de PTI, mais les PTI n'étaient très peu utilisés avant. Donc, on essaye, mais en fait, ils ont une vocation de notre point de vue un peu différente. Oui. Donc, oui, les PTI sont remplis, mais ils sont remplis à la mission, puis il y a malheureusement très peu de suivi, mais je pense que c'est pas mal partout comme ça. Mais le PI a remplacé une partie des choses qu'on n'avait pas. Il est beaucoup plus descriptif aussi, le PI. Donc, c'est pas un automatique que quelque chose va découler vers le PTI. Oui, allez-y. Je trouve ça très, très intéressant là, d'inclure tout ce volet-là, famille. Je voulais savoir, famille, pour vous, est-ce que ça a posé des problèmes de qui inviter quand on pense aux familles recomposées? Est-ce que vous invitez aussi les frères et sœurs? Est-ce que vous avez parlé de maman, les papas? Qu'est-ce que vous avez observé? Tout ça est possible. En Oui. fait, tout ça est possible. Ça dépend aussi beaucoup quand on fait la rencontre préparatoire avec la famille, pour on se dit, voyez, on va se rencontrer pour faire un pays. Eux, déjà, ils vont nous nommer une première chose qu'ils veulent discuter. Donc, de là, on va partir. Qui, voyez-vous, est pertinent à la rencontre? Donc, on n'aura pas nécessairement besoin d'avoir tous les frères et sœurs et les grands-parents et tout ça. Mais si eux, dans la problématique, l'objectif qu'ils veulent aborder, bien, on a besoin du beau-père, de la belle-mère, oui. Donc, c'est ouvert, mais en même temps, on ne veut pas louer l'amphithéâtre non plus. Et la désignation vient de la famille elle-même? Oui. Okay. Mais ils savent que les membres de l'équipe vont être présents, donc on leur dit qu'ils vont être là. S'il y en a qui disent « Ah, moi, j'ai envie de voir cette personne-là, parfait. » Mais on leur dit aussi « Emmenez qui vous pensez. » Mais habituellement, on va retrouver essentiellement les deux parents. Parfois, l'enfant greffé, mais c'est vraiment selon l'âge. Parfois, les grands-parents aussi, mais les frères et sœurs, c'était pas dans les objectifs que les parents ont souhaité. Des fois, on fait des rencontres disparées pour les frères et sœurs, mais ils sont rarement présents lors des rencontres de pays. Okay. Oui, Jannick? Sur le plan de la mécanique, on sait que ça prend énormément de temps pour donner. C'est très important pour la qualité des soins puis le suivi, mais le défi qui se pose en organisant des pays, c'est souvent de faire des rencontres préparatoires pour vraiment connaître ce que le patient souhaite, ensuite joindre la famille. Qui vous avez désigné chez vous qui peut aider pour que l'infirmière soit là en même temps que le médecin et le travailleur social? Parce qu'on sait que c'est ça qui est lourd, toute la planification. Tout à fait. Mais ça, en fait, on a, nous, l'équipe de greffe, une rencontre interdisciplinaire déjà préétablie les vendredis après-midi. Donc, où on discute des patients. Et quand on a un pays qu'on doit faire, c'est la même plage horaire qu'on prend, mais on la remplace. Cette journée-là, on fait le pays de telle famille. Et donc, les gens, c'est déjà booké dans leur agenda que le vendredi après-midi, ils ont une rencontre. Après, il reste à déterminer de qui qu'on va parler. Et la famille, si elle est déjà hospitalisée, c'est facile, ils sont là. Sinon, on leur dit, mais nous, on vous verrait telle journée, êtes-vous disponible? Sinon, on change la semaine. Là, mais nous, la plage horaire pour l'équipe est déjà préétablie. Donc, c'est assez simple pour ce bout-là. Les médecins, là, toujours les mêmes médecins sont là. Et le défi, c'est toujours d'avoir les infirmières soignantes, parce que, évidemment, des libérés dans une réunion, tout ça,
On est tous dans la même problématique des coupures, tout ça, mais on arrive à en avoir au moins une ou deux. L'assistante prend les patients de cette personne-là pour pouvoir avoir l'infirmière qui connaît le plus la famille. Ce n'est pas nécessairement elle qui s'en occupe aujourd'hui, mais on veut celle qui la connaît le plus. Des fois, nous, ils ne sont pas encore en greffe, donc envoyez-nous quelqu'un qui connaît vraiment cette famille-là depuis des mois pour qu'on puisse avoir la meilleure personne pour en parler. Merci beaucoup, Marie-France, et merci encore de nous avoir dépannés ce matin. Alors, j'invite l'équipe de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui va nous présenter une pratique exemplaire, prévention et dépistage du lymphédème, donc avec Madame Stéphanie Fradette, qui est ici, physiothérapeute, et Jocelyne Doucet, infirmière. RIPS ici. Alors, vous avez le pointeur au centre. Puis le micro, il est ici. Sur le je suis genre à partir avec. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Fradette, je suis physiothérapeute en oncologie à Maisonneuve-Rosemont. Presque exclusivement, je vous dirais, au niveau de la clientèle externe. Et je dirais peut-être 70% de la clientèle qui entre dans mon bureau a un diagnostic de cancer du sein. L'autre 30% est pour les cancers ORL puis diagnostic de néo-musculo-squelettique. Moi, c'est Jocelyne Doucet, infirmière pivot avec la spécialité au niveau du cancer. Jocelyne Doucet, infirmière pivot avec la spécialité au niveau du cancer du sein. Donc, aujourd'hui, on vient vous dire qu'est-ce qu'on fait, nous, comme prévention et dépistage du lymphédème à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, comment on fait ça et quand ça a commencé? Ça a commencé en 2008, donc une démarche au sein de l'équipe sport-régionale du cancer du sein de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et ça avait vraiment pour but d'améliorer la pratique au niveau de la clientèle. On a visé deux aspects en particulier. Le premier étant l'évaluation par l'infirmière et le suivi précoce aussi, infirmière et physiothérapeute. Et le deuxième aspect qu'on voulait améliorer, c'était l'enseignement à la clientèle pour augmenter leur participation aussi dans l'évaluation et le suivi suite à une chirurgie de cancer du sein. Quelles étaient les préoccupations de départ? Donc, dans un premier temps, il n'y avait aucun mécanisme de suivi de la clientèle. C'est une clientèle qui est à risque de développer un lymphédème et autres problèmes reliés à la chirurgie. Il n'y avait aussi aucune uniformité de l'enseignement, autant entre les divers intervenants et aussi entre les diverses équipes, donc équipe préopératoire et équipe post-opératoire. Aucun programme d'exercice non plus adapté ayant pour but la prévention et la gestion du lymphédème. Pas de formation, donc on avait plein de bonnes volontés, mais on manquait de savoir justement au niveau de la gestion et de la prévention du lymphédème. Peu de travail d'équipe, peu de discussion entre les divers membres de l'équipe, peu de matériel d'enseignement, voire en fait pas de matériel d'enseignement. Et on voulait aussi satisfaire les exigences reliées à une équipe suprarégionale. Donc, avant les premiers pas de cette démarche-là, il y a eu formation d'une physiothérapeute, donc en 2007, un an avant les premiers pas de la démarche. On le sait, normalement, on dit une personne sur 4 environ est à risque de développer un lymphédème après la chirurgie. C'est un problème qu'on retrouve donc chez nous également. On ne fait pas exception. Et on trouvait pertinent de traiter un problème finalement qui est relié à des traitements qu'on fait chez nous, plutôt que de laisser les patients avec ce problème-là qui peut persister, qui est chronique, oublions-le pas. Donc, première formation en 2007, deuxième physiothérapeute formée avec une deuxième méthode. Ce sont deux méthodes qui sont reconnues par l'Association québécoise du lymphédème. Pourquoi deux méthodes? On s'est dit qu'on va aller chercher le plus d'outils possible
pour être le mieux outillé pour traiter ce genre de problème. On a commencé à traiter le lymphédème à Maisonneuve-Rosemont en 2007. Donc, qu'est-ce que le traitement du lymphédème? Des drainages lymphatiques. Il y a aussi des bandages compressifs. Donc, qu'on va faire aux patients. Les patients doivent les porter 23 heures sur 24. C'est à chaque jour. Donc, c'est assez intensif comme traitement. Exercice aussi, ils ont un programme d'exercice de décongestionnement à faire. Soins de la peau. Je vous dirais qu'en moyenne, on va suivre les patients 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend beaucoup de l'autogestion par le patient. Plus le patient est capable de faire ses propres bandages, faire ses propres exercices, puis de se prendre en charge, plus nous, on va se dégager, puis on va voir à ce moment-là un petit peu moins fréquemment. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont besoin plus de support, qui ont personne à la maison, qui sont moins habilitées aussi à faire les bandages compressifs eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, on va être un petit peu plus présent. Donc, on adapte vraiment nos interventions en fonction de la réalité de chacun. Pour une moyenne, comme on dit, à peu près 2 fois à 3 fois par semaine. Encore une fois, on écrit que ça dure normalement 8 à 10 semaines. C'est relatif. On prend des mesures à chaque fois qu'on va voir le patient, des mesures qu'on va comptabiliser dans un programme Excel et on va suivre. Tant que les volumes vont diminuer, à ce moment-là, on continue le suivi. La minute qu'on a un plateau thérapeutique, qu'on a atteint vraiment un volume minimum au niveau du bras, à ce moment-là, on s'en va vers la commande d'un vêtement compressif, d'un manchon. Ça dure normalement 8 à 10 semaines. C'est encore très relatif de la quantité de volume et de l'adhérence aussi aux exercices et tout ça. Donc, plusieurs facteurs qui peuvent venir jouer. Par la suite, contrôle aux 6 mois, mais ce sont les patients qui ont la responsabilité de nous rappeler. Pourquoi aux 6 mois? Parce que c'est la recommandation de la QL de changer les vêtements compressifs. Hein. C'est un vêtement qu'ils vont porter jour après jour. Donc, au bout de 6 mois, normalement, là, le vêtement a fait son temps. Donc, plutôt que de retourner commander, on aime bien refaire une évaluation juste pour s'assurer que tout se passe bien encore, que les volumes sont stables. Et à ce moment-là, on refait une requête également pour un deuxième vêtement compressif. Qui sont maintenant payés par la RAMQ, ça ne fait pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps encore, ça ne l'était pas. Donc, ensuite, on parlait de l'évaluation suivie enseignement par l'infirmière pivot. Ça a commencé en 2008. Donc, c'est une des premières choses qui a débuté avec la démarche, le programme qu'on a établi en 2008. Donc, cette évaluation comprend quoi? Donc, évaluation de la condition physique et mentale des patients. Il y a aussi une mesure volumétrique du bras. Au départ, on le faisait par volumètre. Donc, c'était vraiment par immersion du bras, puis c'est un calcul de différence de volume. Finalement, la littérature a démontré que la mesure par ruban à mesurer était plus valide. Donc, on a changé la technique en 2012. La mesure par ruban est vraiment différents points de mesure qu'on va prendre sur le bras, mais ce n'est pas juste une mesure de diamètre ou de circonférence, merci. Ça va être transféré dans un fichier Excel, encore une fois, qui va faire un calcul vraiment du volume du bras. Ensuite, il y a l'infirmière toujours va faire l'enseignement des techniques d'automassage. Donc, ça, c'est le patient qui va avoir à faire ça à la maison. Et on a aussi implanté un algorithme de décision pour améliorer le travail d'équipe entre la physiothérapeute et l'infirmière pivot. J'espère que vous voyez bien, c'est quand même écrit petit. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est qu'avec les mesures de volume qui sont prises avec le ruban à mesurer, on voulait vraiment bien déterminer puis être clair sur quand faire une référence en physio, quand c'était pertinent et quand ça ne l'était pas. On a déterminé une mesure normale jusqu'à 10 % de différence. C'est toujours une valeur comparative entre le bras sain et le bras atteint. Pourquoi 10 %? Ça aussi, c'est recommandé par la littérature et je voudrais qu'on a fait des tentatives nous-mêmes sur nos collègues, nos membres de la famille pour vérifier et on a tous une différence quand même assez élevée au niveau des bras. Donc, quand on a commencé au départ, on disait 5 à 10 %, on commençait à lever un petit peu le red flag, si on veut. Puis finalement, on a réalisé que quand on mesurait tous nos collègues, plusieurs avaient des différences au-dessus de 5 %. Donc, on allumait peut-être des red flags chez des gens qui étaient tout à fait, qui n'avaient pas de lymphédème du tout, finalement. Donc, on prend une mesure, l'infirmière va prendre une mesure du volume du bras. Si jamais c'est inférieur à 10 %, normalement, il va y avoir une réévaluation plus tard.
pas de lymphédème, on ne revoit pas, sauf à la demande du patient. La référence du départ, là, ça peut vraiment être faite par un professionnel, ça peut être fait par le médecin, mais ça peut être fait par le patient lui-même aussi. Pas besoin d'une référence pour ça. Il peut appeler directement l'infirmière pivot, dire « Ah, j'ai l'impression que j'ai peut-être un lymphédème, j'aimerais ça que tu me vois pour vérifier. » Si lorsqu'il vient voir l'infirmière pivot, il y a une différence de volume supérieure à 10 %, à ce moment-là, il va y avoir une référence directe en physiothérapie. On a des délais de prise en charge, malheureusement, mais il y a possibilité de revoir le patient à ce moment-là, entre-temps, si ça persiste et c'est trop long avant une prise en charge. Et je vous dirais que tant et aussi longtemps que les délais de prise en charge sont supérieurs à 6 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on va référer pour un vêtement compressif. Pour être tout de suite dans l'action, pour tout de suite aller dans la prévention. Si un jour on réussit à baisser les listes d'attente inférieures à 6 mois, il faudra revoir ça à ce moment-là. Mais pour l'instant, tout le moins, ça permet aux patients de maintenir une stabilité au niveau du volume, de ne pas perdre le contrôle sur le lymphédème. Et quand on voit en physio à ce moment-là, on fait les traitements, ça n'empêche pas la prise en charge par la suite. Il y a aussi, lors de cet entretien-là avec l'infirmière pivot, un enseignement individuel sur le lymphédème avec une trousse d'enseignement par écrit qui va être distribuée autant pour des dépliants sur les automassages, pour l'explication aussi de ce que c'est un lymphédème. On a fait en 2012 un enseignement de bandage élastique par les patients. Donc, ils n'étaient pas vus en physiothérapie, c'est vraiment avec l'infirmière pivot, mais on a réalisé que ce n'était pas bien compris. Et comme c'est une évaluation ponctuelle, il n'y avait pas de suivi pour s'assurer que ces bandages-là étaient bien faits, donc que ça aidait parce que ça peut nuire. Hein. Quelque chose qui est mal fait peut nuire. Donc, on a tout simplement cessé en 2012. On les fait en physiothérapie, mais moi, quand je commence, je les vois 2-3 fois par semaine, donc je peux rapidement surveiller pour être certain que c'est efficace, là. Et bien sûr, documentation de tout ce qui est pris comme données de toutes les interventions au dossier. La trousse d'enseignement en français, on disait tout le temps, plutôt que nos préoccupations de départ, c'est qu'on n'avait pas d'outils d'enseignement. Donc, en fait, le seul qu'on avait avant 2008, c'est le dépliant d'informations sur l'intervention chirurgicale. À partir de 2008, plusieurs autres dépliants se sont faits. Donc, entre autres, sur les soins du drain. Il y a aussi un guide d'enseignement sur les exercices avec support visuel. Donc, on a vraiment une version papier. Puis, ils ont aussi un CD-ROM avec l'exécution des exercices par ma collègue. Donc, ils peuvent vraiment bien voir comment bien exécuter les exercices. 2010, c'est rajouté l'enseignement de l'automassage. Et il s'est rajouté aussi les techniques de bandage, mais que finalement, on a retiré puis qu'on ne donne plus, là. Finalement, programme d'exercice reconnu par la QL, qui est un programme d'exercice qu'on a obtenu avec la méthode Casely-Smith. Donc, c'est un programme qui est reconnu efficace. C'est un programme, par contre, qui doit être enseigné. Donc, on ne peut pas juste dire on remet le dépliant puis le patient. Donc, c'est un programme d'exercice pour l'instant qu'on enseigne vraiment une fois la référence faite en physiothérapie. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, puis on exécute le programme ensemble pour être sûr que c'est bien fait. C'est un programme qui était anglophone. La méthode Casely-Smith n'était pas traduite à ce moment-là. Donc, on a fait nous-mêmes la traduction à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Autorisé, hein, avec vous, oui, c'est ça. On a travaillé fort. Exactement. Finalement, le petit dernier, donc dépliant sur la technique du ganglion sentinelle qui est arrivé en 2013. Alors, pour la mise en place d'un atelier en préopératoire, c'est surtout pour répondre au deuxième aspect là, de notre objectif, l'enseignement à la clientèle. Donc, la première présentation a eu lieu en mars 2012. Nos motivations étaient à ce moment-là qu'autour de 25 % des femmes ayant subi une chirurgie pour un cancer du sein et des traitements de radiothérapie, bien sûr, c'est s'ils ont eu un évidement axillaire et de la radiothérapie à ce niveau-là. Donc, ces patientes-là pouvaient développer un lymphédème. Il y a une importance qui a été démontrée aussi, bien documentée dans les écrits scientifiques,
par rapport à l'intervention précoce et adéquate, et aussi dans le Best Practice for the Management of Lymphedema. On encourage énormément l'empowerment des patientes face à leur traitement. Nos motivations, nombreux effets délétères du lymphédème, bien sûr, sur la santé physique et mentale. Il y a aussi une tendance à la chronicité au lymphédème à s'installer assez rapidement. Et il y a un manque d'assiduité en regard du traitement, donc par le manque d'informations ou d'explications données aux femmes, étaient moins assidues au traitement. Peu de femmes connaissaient aussi les exercices à faire à la suite d'une chirurgie pour le cancer du sein. Alors, le déroulement de l'atelier préopératoire, c'est une séance d'information d'une durée de 2 heures qui est donnée par l'infirmière. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a l'infirmière, la physiothérapeute, la psychologue et la travailleuse sociale. Et chacun, à tour de rôle, vont faire une partie de leur présentation. Ça s'adresse à toutes les patientes qui sont en attente d'une chirurgie pour un cancer du sein. Elles peuvent venir accompagnées de leur famille. Le cours est donné à une fréquence de 1 fois à toutes les 2 semaines et je peux vous dire que les classes sont comblées. Donc, on peut avoir 8 à 10 personnes qui vont assister à ces séances-là. Il y a une trousse d'enseignement en français qui est remise à chaque patient durant l'atelier. Et à ce moment-là aussi, on a commencé à faire les mesures des volumes des 2 bras au début de l'atelier et noter les dimensions des 2 bras sur un document. Alors, l'infirmière, elle donne l'information sur le cancer du sein, les stades et les grades. On explique les récepteurs, parce que c'est beau donner l'information sur papier, mais quand on a aussi les images et la documentation qui est expliquée avec un certain temps qu'on leur accorde, là, il y a une meilleure compréhension. Les différentes chirurgies pour le cancer du sein, avec des photos à l'appui aussi. Les préparations et le déroulement de la chirurgie. Les soins du drain, l'après-chirurgie, le suivi clinique, la surveillance des complications. Tout ça leur est donné comme information. La physiothérapeute donne l'information sur les différents problèmes rencontrés après la chirurgie et nécessitant une référence en physiothérapie. Bon, on parle du lymphédème, on parle de l'ankylose, du cordon lymphatique, les adhérences cicatricielles. On leur montre aussi des photos. Qu'est-ce que ça a l'air des adhérences cicatricielles? Qu'est-ce que ça a l'air d'un cordon lymphatique? La prévention et la gestion de ces problèmes, les recommandations en lien avec les exercices post-chirurgie, l'information sur le système lymphatique et le lymphédème, la prévention des infections, bien sûr, les facteurs de risque et déclencheurs, la détection précoce, les bienfaits démontrés de l'exercice et le traitement en physiothérapie. La psychologue donne les informations sur les impacts possibles du cancer du sein et de la chirurgie sur le plan psychologique, émotionnel, dont, bien sûr, la modification de l'image corporelle. Les moyens donnés pour mieux se préparer à la chirurgie. Vous n'entendez pas? OK. Les moyens donnés, est-ce que c'est mieux? Bon, je m'excuse. Alors, les moyens donnés pour apaiser le stress et l'anxiété, dépister les signes de détresse, être capable de surveiller ça après la chirurgie pour qu'ils puissent communiquer avec nous dès que possible. Il y a aussi une expérience de relaxation et d'auto-hypnose, d'imagerie mentale pour préparer la chirurgie du sein. Ça a une durée de 30 minutes, mais c'est en attente de développement actuellement. Pour la travailleuse sociale, on donne les informations sur les difficultés reliées au milieu de vie et au manque de ressources financières, matérielles, qui est possible de rencontrer durant la période qui suit la chirurgie. Bien sûr, à la suite de ça, il y a la radiothérapie, donc c'est des périodes où les personnes ne peuvent pas retourner au travail. Les ressources institutionnelles et communautaires qui sont disponibles dans leur secteur. Un formulaire a été remis à chaque femme lors des ateliers préopératoires en octobre 2012 jusqu'en janvier 2014 pour connaître la satisfaction de la clientèle. Les questionnements étaient sur la durée de présentation et quantité d'informations données, la pertinence de l'information donnée, la relevance des réponses obtenues lors du questionnement. Les résultats obtenus, alors la durée de présentation, 94% étaient satisfaites. La pertinence de l'information, 96%
étaient satisfaites et 97,3% des patients recommandaient la formation à d'autres personnes. Donc, les effets bénéfiques du programme, diminution du niveau de stress, bien sûr, chez les femmes pour une meilleure compréhension et une meilleure auto-prise en charge. Prise en charge précoce des femmes présentant un début de lymphédème par l'infirmière pivot, une gestion optimale de la liste d'attente pour le lymphédème, optimisation du rôle de l'infirmière clinicienne ou infirmière pivot au sein de l'équipe interdisciplinaire, synergie de l'équipe interdisciplinaire accrue, le respect des compétences et collaboration de chacun, augmentation de l'autonomie de la pratique infirmière pivot et bien sûr de la physiothérapeute et amélioration des pratiques fondées sur des résultats probants. Alors, le prérequis pour la mise en place du programme, bien sûr, on a eu besoin du soutien de l'équipe d'oncologie, de la direction, les différents professionnels. On a fait une revue de la littérature sur le sujet. On a établi les lignes directrices claires de la part de la direction sur les objectifs visés. Ensuite, il y a eu création de nombreux documents, les guides qu'on a expliqués tantôt. Il y a eu validation de tous les documents par l'équipe médicale, le secteur de communication de l'hôpital, les archives, etc. Mise en place des documents en ligne, formation continue des professionnels impliqués au cours du processus selon l'expertise souhaitée. Alors, on a eu besoin d'achat de matériel divers et mise en place des installations requises. Il y a aussi mise en place des différentes procédures, patientes ciblées, prise de rendez-vous, critères, etc. Créer des liens avec les autres professionnels du réseau et les différentes ressources disponibles pour faciliter justement la mise en place et la continuité du programme. Les ressources financières, c'est sûr qu'il fallait avoir un temps de libération des professionnels pour la mise en place du programme, formation continue. Les ressources matérielles, l'ajustement des multiples procédures, obtention d'un consensus théorique pour les recommandations données aux patients, données probantes, parfois inexistantes ou incomplètes, uniformité de la documentation remise par tous les professionnels de l'équipe. Un groupe d'enseignement, ça c'est nos projets futurs. Un groupe d'enseignement du programme d'exercice Casely Smith. On a déjà tenté l'expérience une fois, puis ça a été très intéressant. Ouais. D'ailleurs, Mado, avec je pense Mme que Desforges. Mado Desforges, ouais. vous aviez participé. Ouais. Oui. Alors, ça a été bien agréable, cette expérience-là. Mise à jour du programme d'exercice enseigné en pré-chirurgie sur le CD et version corrigée papier et CD en attente d'approbation. Un canevas d'évaluation du lymphédème en physiothérapie et standardisation de l'information de l'équipe préopératoire vs post-opératoire. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci beaucoup. C'est un beau projet. Par rapport aux données probantes, justement, qui sont incomplètes ou qui sont contradictoires, pour la prévention, quelles recommandations vous donnez à vos patientes par rapport parce qu'il y a beaucoup de croyances, autant de la part du corps médical que des patientes. Tout ce qui est tension artérielle, tout ce qui est prise d'installation de cathéter, de prise de prélèvement sanguin, je vais finir par le dire. Oui. Qu'est-ce que vous donnez aux femmes aux préventions, puis lorsqu'il y a un lymphédème? Ouais. Parce que c'est deux choses. Il y a deux choses vraiment différentes. Oui. Je pense à l'avion aussi, là, qui revient souvent. Là. En fait, on est toujours en étroite collaboration avec l'AQL, l'Association québécoise du lymphédème. C'est d'ailleurs eux qui ont chapeauté les formations qu'on a suivies. Donc, je vous dirais qu'on respecte leurs recommandations à eux. On essaie d'être uniforme justement pour pas qu'il y ait plusieurs messages et qu'à un moment donné, les patients soient mélangés dans tout ça. L'Association québécoise aussi se fie beaucoup sur les données probantes. Leurs recommandations sont toujours appuyées du mieux que c'est possible là, avec des études. Donc, on se fie beaucoup là-dessus. Je vous dirais que les consignes vont différer, même dans quand on présente pour le cours pré-chirurgie, les consignes données pour ceux qui ont un ganglion sentinelle versus ceux qui ont un évidement axillaire vont changer. Donc, la prise de pression, pour répondre à cette question-là, il n'y a pas de contre-indication pour les sentinelles. Puis les cathéters, puis les prélèvements, c'est selon s'il y a eu un évidement axillaire ou pas. C'est ça. Les deux, c'est la même chose. Pour nous, hein, on ne fait pas de différence. Donc, ceux qui ont ganglion sentinelle n'ont aucune contre-indication à avoir des interventions au niveau du bras. Celles, par contre, qui ont subi un évidement axillaire, on préfère s'abstenir dans la mesure du possible. Du possible. Ouais.
Exactement. Bon. Pour ce qui est de l'avion, par exemple, pour celles qui n'ont pas lymphédème, qui ont du lymphédème, c'est encore ça, ce sont des précautions pour celles qui ont le lymphédème. Les femmes qui n'ont pas de lymphédème n'ont aucune mesure préventive à faire par rapport à ça. Parce qu'au début, j'ai eu beaucoup d'appels de patientes qui partaient voyager, et là, qui m'appelaient pour avoir un manchon, justement. Et on a décidé de se regrouper, les chirurgiens, les physiothérapeutes, et on a statué que on ne donnait pas de prescription de manchon s'il n'y avait pas de lymphédème. Okay. Et si les personnes étaient trop inquiètes, ben, je les faisais venir dans mon bureau pour évaluer si vraiment il y avait présence de lymphédème ou pas. Puis s'il y a présence de lymphédème, vous recommandez un manchon pour l'avion? Oui. Oui. Mais de toute façon, ils sont supposés le porter. C'est ça. Dès qu'il y a un lymphédème, ça... C'est ça. Puis, donc, on aime mieux pas prendre de chance à ce moment-là. Ils sont supposés le traîner en voyage de toute façon. Donc, aussi bien le porter. C'est ça, c'est des recommandations qu'on leur fait dès qu'il y a un diagnostic. Exactement. Parfait. Merci. Exactement. Moi, j'avais entendu qu'on est toujours à risque de lymphédème. Moi, j'en ai eu un lymphédème d'exercice qu'on a appelé, là. Mais je ne croyais pas nécessairement, mais à mes cours de danse, il y a une dame, après 5 ans, qui a eu un énorme lymphédème et elle a eu son médecin généraliste, lui a donné 2 séries d'antibiotiques pour commencer. Alors, je lui ai dit, écoute, Denise, tu pourrais pas lui dire que peut-être tu as un lymphédème. Elle dit, ben je peux pas lui dire ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors, mais c'est vous dire comment le patient partenaire, là, ben dans ça aussi, ça existe. Finalement, c'est un lymphédème et elle est obligée de passer par l'étape des bandelettes parce que elle avait trop attendu. Ouais. C'est incroyable. Espérons que nos patientes qui passent par le cours sont mieux informées et qui vont nous appeler si jamais ça arrive. Ouais. Donc, merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, j'invite Hélène et Odette pour le mot de la fin. Donc, merci pour ces 3 belles présentations. On voit qu'il y a une richesse vraiment au niveau de chacun des milieux cliniques. Donc, merci beaucoup. On a vu aussi avec toutes les questions qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Alors, merci du partage. Alors, Hélène, je te passe le micro. Alors, je me suis amusée tranquillement à prendre quelques notes parce que je me disais quel long voyage nous avons fait depuis ce matin. Et ce que je réalisais, c'est que d'entrée de jeu, on a commencé par vous présenter une folie qui a germé dans nos têtes à travers les années et qui se concrétise tranquillement, le développement d'une innovation basée en transfert de connaissances, planification de congés, transition oncologie, patient partenaire. Au point de départ, on n'avait jamais imaginé faire le parcours qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte qu'on avait été finalement très cohérente dans nos demandes. Nous sommes partis de concepts au point de départ, éducation thérapeutique, oncogériatrie, mais toujours appliqués en lien avec ce que vivent les clientèles. Et plus on a cheminé dans la journée, plus les patients ont pris de la place. C'est assez génial. Quand on a parlé de clinique pour les adolescents, faciliter le transfert, on a réalisé, oups, j'ai pas mon patient, ça marche pas. J'ai pas ma famille, ça marche pas. Ah, la famille peut pas comprendre ce que vit l'adolescent parce qu'elle est fusionnée. Je peux compatir, je suis une mère partenaire de soins depuis les années 85. Donc, ensuite, on a regardé aussi, on a eu toute une discussion en fait sur l'évolution du paradigme dans lequel on a été formé, mais le paradigme de l'éducation thérapeutique aussi, entre autres avec Chantal, mais des applications, des exemples très concrets. Pour se dire que finalement, on a besoin d'une distanciation par rapport aux événements qu'on vit, que ce soit en santé ou ailleurs, c'est la même chose, pour être capable de regarder, de prendre une métaposition et de revendiquer, on va dire convenablement,
des changements, des améliorations, des développements dans différents processus. Je me suis aussi rendu compte que le référentiel de compétences est une belle grande mode. Il va falloir que tout le monde s'entende sur qu'est-ce qu'on entend par compétence, comment on décline une compétence, comment on l'évalue, etc. Je trouve que c'est intéressant pour permettre un langage commun, une compréhension, mais j'espère qu'on n'ira pas dans la compétence à outrance, parce qu'on va retomber dans le même problème qu'on avait avant. On va regarder la compétence, mais l'expérience de la personne, on va l'oublier encore une fois, alors que la seule personne qui peut parler de sa situation de santé, c'est celui qui a la maladie. Les autres ne peuvent que témoigner, offrir une expertise que ce patient-là vient chercher chez moi pour l'aider à solutionner lui-même les situations. Donc, c'est dommage, mais les professionnels de la santé, tranquillement, il va falloir qu'on change leur formation, moi la première, et qu'on considère l'expérience de ces patients-là, qu'on respecte leurs choix, qu'on s'assure qu'ils font des choix éclairés dans leur observance ou non-observance. Mais moi, je ne crois plus à ça, l'observance et la non-observance. Il y a plusieurs façons de gérer des maladies chroniques. Le plus bel exemple étant le diabète. Alors qu'on sait très bien que quelqu'un peut vivre bien avec le diabète en faisant certains petits excès, mais en se normalisant. Donc, tout étant relatif. Et c'est la même chose dans plusieurs maladies chroniques, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on a fait ce parcours-là, moi, je veux vous donner la parole. Vous demander, en fait, si l'idée, la première idée qui vous vient, là, comme ça, à chaud, en étant fatigué après cette journée, quelle est l'idée qui ressort? Avec laquelle vous dites, moi, ça aujourd'hui, ça a valu la peine. Et comment vous pensez qu'on pourrait co-construire avec cette idée-là à l'intérieur du réseau infirmier? Comment récupérer ces idées? Il y a plusieurs interventions, ce que j'appelle les meilleures pratiques qui ont été présentées, qui ont été évaluées, certaines pas évaluées, certaines qui viennent d'être implantées, d'autres qui sont reconnues. Parmi tout ce qu'on a regardé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient? Alors, à vous la parole encore une fois, ça va vous réveiller avant de partir. Je vais encore prendre la parole. C'était au début, je me replace. Moi, c'est un consensus général. C'est pas quelque chose de très précis, mais au début, ma première réunion avec vous comme utilisateur de connaissances, c'était donc flou, c'était donc mou. Je me demandais bien où est-ce que moi j'aboutirais dans tout ça, puis qu'est-ce que ça donnerait. Aujourd'hui, à la fin de cette journée-là, je vous dirais que je me sens privilégiée de participer à ce projet-là. Je trouve ça très, très intéressant. J'ai énormément apprécié ma journée. Je trouve que beaucoup de choses font du sens. On est en plein dans l'implantation de l'approche adaptée à la personne âgée sur le département d'hémato-onco. Alors, la présentation de ce matin sur l'oncogériatrie vient me parler énormément. L'éducation thérapeutique aux patients aussi. C'est quelque chose auquel je crois énormément. Je pense qu'on a perdu assez de temps à essayer de faire pour le patient, à essayer de faire comprendre ce que nous autres, on avait comme connaissance. Et je trouve ça très, très intéressant et très pratico-pratique. Alors, comment on pourrait le faire vivre? Je pense que c'est justement ça, c'est de garder cette optique-là, que c'est pour nous, que c'est pratico-pratique, ce portail-là, puis qu'on peut aller le faire vivre en partageant nos documents, puis nos dossiers, puis pas perdre de vue le patient. Ils sont partis. Pas perdre de vue ce pourquoi on le fait, les patients et leurs familles. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je pense que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça s'ajoute à tout ce qu'on utilise déjà. Et on peut mettre plein de choses autour de notre patient sans jamais répondre à son besoin prioritaire à lui.
Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Puis c'est ça ma priorité, moi. C'est juste ça. Autre idée, autre élément? Je me suis trompée de bouton. Mais je vous remercie. Je sais comme Marie, je fais du pouce à ce qu'elle a dit. Je pense que cette journée-là, c'est un partage, des échanges, un réseautage s'est créé. Hein. Je pense que plusieurs personnes se connaissent et ont donné l'occasion de partager. Je pense que dans l'ensemble, qu'il faut continuer à créer, à co-créer des espaces pour partir de ce qu'on sait, partir de ce qu'on devrait être et d'aller, le patient disait ce matin, je suis ici, on va vers un avenir, mais co-créons ensemble pour aller vers l'avenir. Je pense que c'est ça que ça va nous amener, un espace de réflexion, un espace de se challenger et d'avoir une critique constructive hein, dans qu'on crée, s'apprendre et apprendre, être humble et apprendre. Merci. Je pensais que je serais encore trop gelée pour qu'il ouvre. Bien, moi aussi, j'ai apprécié ma journée. Je vais aller dans le même sens que les gens. J'ai été touchée affectivement à plusieurs moments, ce qui est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a eu apprentissage. Donc, je veux vous remercier. Puis, j'ai fait des apprentissages individuels, j'ai fait des réflexions, mais j'ai aussi fait un apprentissage, un collectif, parce qu'on est plusieurs. On est plusieurs du même centre, on est plusieurs aussi en famille, dont beaucoup de gens de l'oncologie, puis on a des nouveaux amis. Puis ça va nous donner, c'est des apprentissages, c'est important d'apprendre ensemble aussi. Hein. Quand on est tous entendus le même discours, c'est sûr qu'on a des visions différentes, on a des lunettes qui sont 20%, non c'est pas ça, hein, c'est des lunettes adaptées à ma vision, puis j'ai 20 sur 20 là. Chacun, mais n'empêche qu'on a entendu la même chose, c'est qu'on a plus de chances de se rejoindre plus rapidement. Fait que ça aussi, c'est riche. Fait que c'est des opportunités qu'on a quand aujourd'hui, je trouve que c'est une opportunité pour nous, comme équipe, de faire encore plus alliance. Puis la grande équipe. Là. Oui? Moi, j'ai été surpris de l'ampleur. Parce que, tu sais, moi, je suis partenaire patient, je suis plutôt au bout de la rue. Puis quand j'ai vu là, à partir des greffés, les enfants, puis ça m'a donné une belle vue d'ensemble. Puis ça, j'apprécie beaucoup parce que tu penses tout le temps que c'est dans ton secteur que ça se passe, tu sais. Et je réalise que ça s'étend. Et je pense que c'est bon. Le réseau, c'est tous les âges de la vie. Hein? Félicitations pour la qualité de vos invités. Il était génial. La qualité, elle est ici, là, devant nous. D'autres idées, d'autres commentaires? Oui? Bien, félicitations pour les organisateurs et organisatrices, là, parce qu'ils ont mis le paquet, hein? Merci à toute mon équipe qui ont travaillé très fort, chacun à leur façon. C'est vraiment un collectif, c'est de la co-construction. Et je peux dire que Odette et moi, depuis le tout début, ça fait 20 ans qu'on se connaît ou à peu près, qu'on a toujours partagé dans le même sens. Et moi, ma fierté, c'est de voir que ça se réalise pour vrai avec vous, avec mes pairs, avec mes collègues. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais cru à ce pouvoir que nous avons, nous, les infirmières, comme des leaders. Et ce projet-là vous appartient. Il démarre avec des infirmières vers l'interdisciplinarité. Et c'est ça qui est important. Alors, merci. Oui, Chantal? Non, tu disais, moi j'avais juste un mot
Pardon, je ne veux pas prendre le temps. Tu disais le mot qui vient, et moi, le mot qui me venait, c'était rêve. Et je disais, tiens, votre nom, RIUPS, et il me venait rêve, parce qu'effectivement, je vois que il y a une autorisation à pouvoir rêver pour des choses qui nous tiennent à cœur. Et ça tient, je pense que ça nous permet d'aller au-delà de ce qu'on a envie de faire. Merci, Chantal. Merci à toi. J'ajouterais finalement, merci Chantal, merci pour tous les commentaires. Je pense que c'est une bonne tape dans le dos. J'ajouterais finalement que l'exercice qu'on vient de voir, c'est du présentiel, c'est de la relation, puis ça c'est important pour nous, pour construire, pour co-construire. Et on est parti d'un questionnement de pratique. Et on voit on voit comment la recherche devient contributive à un avancement de pratique. Elle est basée sur la reconnaissance des expertises, de l'expérience, du patient, des différents membres de l'équipe, mais c'est ça le moteur, finalement, qui nous permet aussi de nous alimenter à travers la recherche. Alors moi, je pense que souvent, on dit « Ah, la recherche est loin ». Non, on vient finalement, nous, d'adhérer à un engagement où nous avons besoin de nous alimenter, d'entendre des questionnements, valoriser des questionnements pratiques, saisir les opportunités, finalement, d'aller chercher, finalement, les meilleurs résultats, finalement, que nous donne la recherche, et aussi, finalement, de les partager. Parce qu'un savoir qui n'est pas partagé, c'est un savoir qui meurt. Et je pense que ça, finalement, pour nous, je pense que c'est dans nos valeurs. Alors, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Vous allez recevoir vos attestations de formation continue par courriel. Merci de nous laisser vos évaluations. Pour nous, c'est important. Et je vous donne déjà rendez-vous à la 2e édition des Journées d'études du RIUPS.